Bonsoir. Avant? Dédé fraîche. Ça roule ou ça baigne? Bon. Les deux à la fois? Les deux à la fois. D'accord. Ce que tu vas faire, je sais que la majeure partie déjà te connaissent, mais ce que j'aimerais bien que tu puisses te présenter ton nom sur la carte d'identité et ton sobriquet. Voilà, alors je m'appelle Mamadi Kamisoko à l'état civil, et communément connu sous le nom de Azaya, le messie de la musique guinéenne, Azboy, le playboy, ça dépend du nom que vous préférez. Alors, Azaya, à 16 ans, jeune, vivait comment? Et moi j'étais à l'école, déjà, c'est vrai que je jouais les instruments, parce que depuis tout petit, on nous a appris le balafon et tout. On a grandi dans ça. Donc, mais j'étais beaucoup plus concentré sur les études, parce que j'avais des parents qui s'inquiétaient beaucoup pour moi et qui voulaient vraiment que j'étudie bien. D'accord. Et là, c'était à Kankan? C'était à Kankan, Kankan-Nabaya. D'accord. Comment tu quittes Kankan pour te retrouver à Conakry? Ben, moi, je suis venu à Conakry pour des raisons d'études universitaires. Parce que quand j'avais eu le bac 2, j'ai opté pour le droit de symphonien. J'ai fait le bac 2 en 2005. 2005 la session 2005-2006. D'accord. Attention, j'ai été le 97e de la République. Voilà. 97e, il faut le signaler. Au bac 1, déjà, j'ai été le 107e de la République. D'accord. Et tu te retrouves à Conakry pour les études universitaires? Oui. Et comment toi, tu es venu à Conakry, qui est venu pour étudier, qui est venu pour acquérir du savoir, tu te retrouves dans le milieu artistique ici? Tu sais, il y a une chose que j'ai rarement évoquée dans les interviews, c'est que quand je suis arrivé à Conakry, je ne suis pas allé en famille. D'accord. Oui. Quand je suis venu, et à l'époque, que son âme repose en paix, Seydou Sow, il vivait. C'était notre grand frère. C'est d'ailleurs l'un des premiers artistes qui nous a sortis de Kankan pour nous faire venir à Conakry ici, faire des concerts, partir même dans la sous-région. On était là. Il avait son manager qui s'appelle Saliou Barry, qui était un grand sûr à moi, qui m'a beaucoup aimé pendant le temps qu'on a passé ensemble, pendant qu'on travaillait ensemble. Donc quand j'ai décidé de venir ici, je l'ai appelé. Il m'a dit, petit, viens. Moi, je suis seul dans mon appart. Viens, tu vas rester avec moi. D'accord. Donc je suis arrivé, il m'a hébergé. Et c'était dans une famille Cissé à Ratoma, Cyber ici. Et voilà une dame qui était là-bas et sa coépouse et qui m'ont pris comme étant leur fils dès que j'ai mis pied dans la cour. Donc ils m'ont, tous les jours, on m'envoyait le manger. Je crois que j'étais devenu un membre de la famille. Et ce monsieur Saliou Barry, que je remercie beaucoup, et il a tellement pris soin de moi, j'étais comme son fils, comme son ami, comme son petit frère. D'accord, mais un jour tu quittes quand même cette famille? Je n'ai jamais quitté cette famille. Je suis resté avec eux jusqu'à 1 an, 2 ans. Le propriétaire de la maison a revendu la maison. Ouais. Donc, ça nous a complètement... ça a vraiment joué sur... ça a eu un impact. Ça a eu un impact sur moi parce que je me disais, ah, là où je vais aller, ma prochaine destination, et comment ça va être? Comment je vais manger et qui va s'occuper de moi. Mais heureusement, je suis resté avec Saliou. On a pris notre maison à Kipé et la famille qui nous hébergeait a pris une autre maison. Tu vois, mais franchement, ça a été une période très difficile pour moi. C'est ainsi que j'étais avec Saliou à Kipé. Et après, lui s'est marié. D'accord. Il devrait vivre avec sa femme. Donc c'est ainsi que mon grand-père et mon grand-oncle, qui est un grand frère aussi, Narumba Kouyaté, qui est l'un des meilleurs guitaristes d'ici, qui habitait déjà chez Manfila Kanté, qui est notre grand-oncle. Et donc, un jour, on quittait au studio, on travaillait sur l'album de Seydou Sow. Le vieux m'a dit, mais toi, tu es où? J'ai dit, j'habite ici. Et il dit, non. Mais pourquoi tu ne viens pas à la maison? Ton université est à côté, à Symphonia. Viens rester à la maison.
Donc c'est ainsi que je suis venu chez Mamfila. Je suis venu rester là-bas avec Naroma et j'ai continué le reste de mon cycle universitaire. Tu finis l'université, tu es diplômé en droit privé. Et qu'est-ce qui t'a empêché alors de faire ce que tu as étudié à l'université? Bon, rien ne m'a empêché de faire, par exemple, d'être un avocat ou de faire des activités qui ont un lien avec le droit, mes études de droit. Mais moi, depuis tout jeune, je disais toujours que j'allais faire des études qui pourront aller dans le sens de ma musique. Tu vois, qui pourront m'aider à comprendre l'industrie musicale, parce que j'ai toujours rêvé faire la musique sous forme d'entreprise, tu vois, sous forme d'entreprise. Donc, quand je suis arrivé en droit, 2 années de droit commun, et quand je suis passé en 3e année, je suis directement parti en droit privé parce que je savais que j'allais étudier le droit commercial, le droit des affaires, le droit bancaire, et beaucoup de choses, voilà. Donc aujourd'hui, j'avoue que ce sont mes études de droit qui m'aident à affronter beaucoup de problèmes dans l'industrie musicale. D'accord, moi je te rappelle une petite histoire. Moi je te rencontre, ma toute première fois que je te découvre même, c'était à la plage, où tu reprenais plusieurs chansons. Ouais. Comment tu instaures tout ça? Déjà tu avais une bonne base de Rihanna, Bob Marley, tu avais un répertoire magnifique, et que le soir à Ibiza, à la plage, les gens venaient admirer. Oui. Toi qui es bassiste, musicien, tu te retrouves comment derrière le micro, mon gars? Tu sais, nous, depuis qu'on était à Cancan déjà, on était dans un groupe, et ce petit groupe familial qu'on avait, tout le monde s'échangeait les instruments. Parfois, je peux être à la batterie, et le batteur, il peut prendre la basse, le batteur, il peut chanter, le percussionniste, il chante. Nous, les bassistes, chacun chantait. Donc, tu chantais depuis? Voilà. Depuis à Cancan, dans les requins de Balakala, chacun chantait. Ok. Tu vois? Et même, chacun avait une spécialité. Moi, j'étais le bassiste. Tu vois? Il y avait les autres qui jouaient aussi d'autres instruments, mais qui chantaient parfois. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais derrière les artistes. Je ne m'affichais pas trop, mais dans les studios, j'aidais beaucoup de personnes, je faisais beaucoup de compositions parce que mon père, ça, je l'ai hérité de mon papa. C'était un musicien complet qui jouait à tous les instruments, qui était un éminent compositeur et il écrivait très bien les chansons aussi. Et voilà, il aimait faire des interprétations et tout. Donc, Je comprends un petit peu, on va retourner en arrière. Tu parles de ton père, déjà qui te laisse de l'héritage indirectement. Oui. Parce que je me rappelle dans une interview, tu m'as dit que vous n'étiez pas autant proches. Non, on n'était pas autant proches, Moi, si j'ai bonne mémoire, depuis que j'ai grandi, depuis que je suis devenu adolescent, je n'ai pas passé une semaine avec mon père. Parce que, voilà, quand je grandissais, il n'était plus à Abidjan, il s'était établi à Conakry ici. Il était ex-sociétaire du groupe Standard de Petit Condé. Donc, moi, j'étais à Cancan avec mes grands-parents. Ma grand-mère qui ne me laissait pas du tout venir en vacances. Tu vois, mon grand-oncle et ma grand-mère n'acceptaient pas. Tu vois, et je ne sais pas ce qu'ils voyaient, mais ils n'ont jamais accepté que je vienne voir mes parents. C'est en 97, je crois, ou 98, 97 ou 98, je suis arrivé pour la première fois. Okay. 97, je suis venu. Mais quand je venais en vacances, c'est ma grand-mère qui m'accompagnait. De peur que ma maman et mon père me confisquent ici. Donc, elle venait m'accompagner en vacances. Quand j'ai fini mes vacances, on repart ensemble à Cancan. Donc, moi, j'étais dans cette situation. Et j'ai pas su beaucoup appris de mon père directement. Tout ce que je sais de lui m'a été raconté. Donc, il t'a légué de la puissance vocale indirectement. Et voilà. On me racontait tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait. Et malheureusement, il est décédé quand je jouais déjà. Mais il n'a jamais eu la chance de me voir jouer. Wow. Oui. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors des vacances en 2008. Voilà.
Et en 97, 98, 99, il est décédé. C'est en 98 je suis arrivé pour la deuxième fois en vacances. Donc, quand je suis arrivé, un jour, je devrais partir jouer avec lui. D'accord. Un soir. Là, parce que quand je venais déjà, je n'étais pas trop habitué à lui, je restais avec ma mère. Tu vois, parce que je ne les connaissais pas trop, ni papa, ni maman. Donc, c'est en 97, déjà, on m'a présenté mes deux parents. Quand je suis arrivé, ils sont venus. Ma grand-mère m'a dit, ben voilà ton père, voilà ta maman. Mais pendant ce temps, ils appelaient, quand on était à Cancan, ils m'envoyaient beaucoup de choses. Moi, mon père m'envoyait tout le temps les cassettes. Les cassettes, je ne sais pas pourquoi, mais il m'envoyait des cassettes. Sûrement, il savait ce que tu as dit. Et surtout, le plus souvent, ces cassettes-là, c'était de la musique étrangère. Souvent, il m'envoyait les cassettes de Guy Desfers, les comédiens là, l'autre là s'appelle comment, le président de Dominicain là. Adama Daiko. Donc, à travers ces trucs-là, moi, je les ai connus tout petits. Bon, j'écoutais, il m'envoyait les cassettes, des trucs comme ça là, donc. Et comment tu apprends le décès de ton père? Un jour, j'étais à Cancan. Ce jour-là, il y avait le concert de Mama Diabaté à Cancan. Tout le groupe Standard était déjà à Cancan. Pendant ce temps, mon père était malade. Quand sa situation s'est un peu compliquée, moi j'étais à l'école. Je crois que j'ai passé en 7e année, hein, quelque chose comme ça là, parce que c'était en 99. Et ma grand-mère était venue à Conakry. Tu vois, il était venu rester parce que c'était son fils qu'il aimait, qu'il adorait, franchement. Donc, il est venu à Conakry, moi je suis resté à Cancan. Mais un jour, j'étais en train de jouer au billes avec mes amis. Ils ont appelé. J'étais pas à la maison, ils ont dit que mon père est décédé. Après, ouais, quelqu'un m'a dit ça. Comme ça, ouais, ton papa est décédé et tout. Après, j'ai dit, ok. J'étais trop jeune, voilà. J'ai continué à jouer avec mes amis et tout. Après, le soir, je suis venu à la maison, il y avait le monde et tout, voilà. Franchement, ça ne m'a pas trop impacté parce que, voilà, on n'a pas passé autant de temps ensemble. La grand-mère vit? La grand-mère, elle vivait en ce moment, mais là, elle est décédée en 2011. Et ça a impacté pas toi? Ah non, ça m'a bouleversé. Même pas ma grand-mère d'abord, parce que c'est mon grand-oncle qui est décédé, Feu Balakala, qui est décédé en 2005, je crois, 2004 ou 2005. C'est quand il est décédé qu'on a tous décidé de quitter Cancan. Parce qu'il mettait carrément tout à notre disposition. Quand il est décédé, on est tous sortis. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont restés auprès de lui, nous les enfants qui étions auprès de lui, aujourd'hui on est tous devenus des grands musiciens à travers le monde. Ouais. Dieu merci. Alors, premier album de Isaiah, c'est sorti quand? Ton tout premier album? Voilà, je vais te je vais te faire une petite indiscrétion. Tu sais, j'ai sorti en 2010 un album en collaboration avec un frère et ami, Bingo. Okay. C'était en 2010. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça avait une coloration politique. C'était un mini-album, mais fait spécialement pour Cancan. D'accord. On l'a fait. Et en 2011, 2012, j'ai enregistré un autre album. Ça, c'était Nyakura Nyakura, qui était un maxi-single, qui est sorti le 1er décembre 2012, qui n'a pas marché. Et j'ai même fait une dédicace au CCFG. Ça n'a pas marché. Mais voilà, après, j'ai créé le groupe Musique Sans Frontières. Je suis allé, parce qu'en ce moment, j'avais intégré le monde de la musique urbaine déjà depuis 2010. Je suis avec Silan Kouti depuis 2011, 2012 et tout.
Et on a commencé à jouer à la plage. Et pendant ce temps, j'avais connu ma femme que j'ai épousée, Bintou, vers 2013. Pendant ce temps, mes petits gombos que je faisais, j'enregistrais des chansons que je laissais. J'enregistre, je laisse. Tu vois, je sortais un single. Jusqu'à ce que j'ai fait Yéné Souma. Et puis, c'est parti. Octobre 2014. Yéné Souma, avant que tu ne continues. Comment tu apprends que ta chanson Yéné Souma est en tendance? Mais tu sais, quand je mettais ça sur YouTube, j'ai mis la photo d'une actrice nigériane qui s'appelle en ce moment Beyoncé ou Shakira, un film qui marchait, teint clair là. Ouais. J'ai mis ça, j'ai écrit Mohamed James Azaya. Parce que j'aimais mettre le nom de mon père sur moi. Quand je suis arrivé, les amis de mon père avaient déjà commencé à m'appeler par le nom de mon père. Donc, quand j'ai mis ça, je n'ai pas mis ma photo. Donc, dès que j'ai mis... Parce que moi, ma chaîne YouTube existe déjà depuis 2014. Donc, quand j'ai mis sur ma chaîne, j'ai vu que j'ai commencé à recevoir des messages sur Facebook. Beaucoup de personnes m'écrivaient. Les gens cherchaient à travers moi, parce que mon premier Facebook, c'était écrit Mohamed James. Donc, ils comprenaient que c'était moi, les gens m'envoyaient des messages. Mais, j'ai constaté que quand je pars en ville, parce que moi, j'ai toujours aimé partir en boîte, j'entends ma chanson jouer. Les gens ne savent même pas que c'est moi. Un jour, merci, je viens de me rappeler, j'étais assis à Fougou Fougou. Didier Tonton, je crois que tu vas le connaître, il était, et en ce moment, il animait au Mirador, en ville. J'étais assis avec mon ami Didier Papi, qui animait aussi là-bas, je crois. Ils sont venus voir, ils m'ont dit, mais hey, viens dans notre coin. Allons au Mirador, ta chanson cartonne là-bas. Ils m'ont dit, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois. J'ai dit à Papi, bon, aujourd'hui, on va aller au Mirador. Mais c'est là que j'ai su que mes chansons cartonnent. Quand je suis arrivé au Mirador, ils m'ont dit, assieds-toi seulement, tu regardes. Ils ont joué, hein, tout le monde était assis. C'était dans les bancs de 16h, 17h. C'était rempli. Mais tout le monde est assis, les gens consommaient. Mais dès qu'ils ont mis là, tout le monde s'est levé. J'étais assis comme ça. Oh my God, c'est moi. Il était dans la cabine, il m'a fait ça, il m'a dit, tu vois. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Après la chanson est finie, les gens ont demandé, il a rejoué. Il a rejoué plus de 4-5 fois. Je suis assis, toujours les gens dansaient. Les filles criaient, les gens donnaient de l'argent au DJ. Après, il a dit, le jeune qui a chanté, voilà, c'est lui qui est là. Mais il y a des gens qui n'ont pas cru. Wow. Et c'est là, c'est parti. Et comment tu te sentais l'instant où on te disait, wesh, c'est le mec qui a chanté cette chanson, que tout le monde danse, tu dis, ouais, c'est moi, je suis là, c'est moi, j'ai chanté cette chanson. Tu vois la réaction des gens. J'étais tellement fier de moi-même. Au fait, je remerciais tellement le bon Dieu parce que, franchement, c'est venu à un moment où je ne m'y attendais pas. Tu vois. Et quand c'est arrivé, franchement, je me suis dit, ben voilà, il faut que je continue encore. J'ai dit, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Pendant que Yéné Souma cartonné, j'ai fait Baribi Mima Kassi Mima. Tu as enchaîné. J'ai fait Marafani. J'ai fait d'autres chansons. J'ai fait l'album. Et sur l'album, il y a eu sur 15 titres ou 16, il y a eu plus de 10 qui cartonnaient. Genre, je rentre dans une boîte, il y a 4, 5, 6 de mes chansons qui tournent plusieurs fois dans la boîte. Mais ce qui a été beaucoup plus marquant à cette période, c'est que j'ai eu un visa lorsque j'étais en pleine séance de studio. Il était en train de finir l'album. J'ai eu un visa pour les États-Unis, un visa de 6 mois. Je suis parti. En ce moment, j'ai joué à la place déjà chez Mama Kani. Je suis parti le 15 janvier. Je suis revenu le 29. Mais quand je suis revenu le 29 janvier, je suis allé à la plage. C'est Petit Kanya qui jouait ce jour, un dimanche. On m'a donné le micro pour chanter 2 chansons. J'ai chanté une chanson de Bob. Après, j'ai bizarrement dit aux musiciens, comme c'était mes amis, ils connaissent mes chansons, j'ai dit, bon, on va jouer Yéné Souma, s'il vous plaît. Ils ont joué Yéné Souma, les gens étaient assis. Dès que j'ai commencé à chanter, toute la place s'est levée. Tout le public, les filles faisaient des trucs comme si elles faisaient des crises. Les filles, ah non,
Ils ont chanté du début jusqu'à la fin avec moi. J'ai dit, ah. Voilà, ça a pris. Ah. J'ai dit, maintenant, ça a commencé. J'ai dit, maintenant, ah là 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 là. C'est là le grand public a su vraiment que c'est Azaya. D'accord. Que c'est moi, Azaya. Et ça a surpris beaucoup de personnes parce que c'était un milieu où je ne faisais que du reggae, mon gars. Et là, ça ne s'est pas arrêté depuis que tu as commencé? Ah non, je sors Yana Souma et puis 3 mois après, je sors Ramito qui cartonne. Les gars commencent à m'appeler, mais pourquoi il ne faut pas être le concurrent de ton propre album? Tu sors des tubes et ton album est en train de cartonner, tu as sorti une nouvelle chanson. Les gars, moi je suis d'une autre planète. Moi je vois ce que les autres font dans les autres pays. Chaque mois, s'ils ont les moyens, ils sortent des chansons. Prenez tous l'exemple sur Arafat. J'ai dit, mais attends, il sort des singles chaque 2 mois, chaque 3 mois. Mais on peut le faire ici. Et après Ramitou, j'ai sorti des tubes, j'ai sorti les Difania, Faraflora, Yelegbeli. Beaucoup de singles ont suivi. Après, j'ai sorti l'album le deuxième album en 2017. Mais presque le deuxième album de 2017 était un album de réunion, un album de synthèse de mes singles qui ont marché dans l'année 2016-2017. Ce sont ces singles-là que j'ai réunis. J'ai mis quelques nouveaux tubes dessus et ça fait l'album. D'accord. Alors, tu sors cet album qui a été produit par toi? Oui, Musique Sans Frontières. Par une autre personne aussi? Non, c'était toujours une production de Musique Sans Frontières. Et tu fais le palais? Oui. C'est bourré. Il n'y a plus de place. Oui. Il y a des cris dehors. Oui. Est-ce qu'à l'instant où tu faisais le palais, tu te disais, je vais faire le palais du peuple, est-ce que tu imaginais que ça allait se passer? Franchement, oui. Parce que depuis, d'abord, il y a un instrument qui n'a pas été fait au palais, qui a été fait au Belvédère. C'était plein. C'était plein. Et on a tellement bien communiqué. Il y avait les IKK, il y avait Benedi Record, Guida Prod, qui avait la charge de l'organisation de la dédicace, qui a mis les moyens, beaucoup de moyens, qui a fait un clip extraordinaire. Un clip d'ailleurs qui a été le clip révolutionnaire de la musique mandingue. Parce que les gens aimaient aller faire des clips devant les fleurs, devant les trucs. Mais voilà, un clip vraiment glamour, un clip un peu osé, dans les chambres d'hôtel, dans les trucs, voilà. C'était une première pour une chanson mandingue. Donc, ça a pris, c'était plein. Et pour le cas des Difania en 2017, je savais déjà, parce que j'avais déjà mon public, j'étais déjà là, tu vois, il y a 2 ans, je sors des tubes qui cartonnent, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait 2 dédicaces, j'ai fait un concert privé au Palm Kamen qui était rempli, tous les tickets ont été écoulés, et puis le deuxième jour, c'était le palais, et on a fait le guichet fermé. Pour se dire vrai, tu as duré quand même dans le game. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour durer autant? Il faut rester à l'écoute des gens, de tes fans. Et il faut travailler. Hein. Il faut acquérir beaucoup d'expérience. Moi, souvent, je dis que la chance que j'ai eue, je n'ai pas brûlé voilà, d'étapes. Je suis allé d'étape en étape. Tu vois? Voilà, j'ai gravé toutes les étapes pour arriver là où je suis. Musicien, tu vois, arrangeur dans les studios, compositeur, tu vois, et les chefs d'orchestre. J'ai fait des voyages d'abord, des tournées avant d'être vedette. Et après, je suis arrivé devant la scène. J'avais déjà toutes les expériences qu'il fallait pour s'imposer. Mais surtout, ce qui a fait que je suis resté là, c'est le fait d'être toujours d'actualité, de sortir des singles tout le temps, et de faire des collaborations, de faire monter des jeunes artistes avec moi. Surtout ça, ça a beaucoup permis pour mon équipe et moi de rester au même niveau, parce que chaque année, on avait un feat avec, on coachait un artiste qui montait. Et quand l'artiste monte, il monte toujours avec tout le monde, il monte avec nous tous. Donc ça a été une très belle stratégie de Musique Sans Frontières pour pouvoir grimper. Alors, ce que moi j'ai envie de comprendre, un jeune artiste qui vient
qui est en phase de développement, qui fonctionne en Inde. Comment tu as fait pour le management? Qui a été ton premier manager? Mon premier manager a été un ami. Lorsque je jouais à la plage de Titanic de chez Mamakani, il s'appelait Tidjane. Moi, je l'appelais parent, qui nous soutenait beaucoup. J'avais pas, là où je jouais, on ne pouvait pas nous payer. Mais lui, chaque soirée, quand on finit, il me donnait soit $50, on fait la monnaie, on paye les musiciens et les instruments. Tu vois. Donc, Tidjane, c'est quelqu'un qui m'a coaché, il était comme mon manager. Et après, mais ça, pardon, ça c'était vers 2015, 2016. Mais quand je sortais, et ça c'était vers 2013-2014, quand je sortais Yanesuma, j'avais un jeune manager qui s'appelait Dikwan. Okay. Tu vois. Même pas Yanesuma, depuis lorsque je sortais l'album Nyakura Nyakura, il était avec toi. Dikwan l'a été avec moi, c'était lui le manager. Okay. Donc de 2012 jusqu'en 2015, il était mon manager. Mais quand j'ai commencé mes délires à la plage, lui, ça ne l'intéressait pas. Au fait, il était manager de l'artiste Azaya. Mais à la plage, c'était Musique Sans Frontières, le groupe Musique Sans Frontières. Tu vois, le côté urbain, mon côté urbain ne l'intéressait pas. Tu vois, donc, mais on est resté jusqu'à ce que j'ai sorti Yanesuma. Mais bon, tu connais les histoires de managers et d'artistes, tu vois, et il a commencé à faire des petits trucs. Et finalement, moi, voilà, je l'ai mis de côté. Je suis resté pendant très longtemps sans manager en Guinée. Mais quand je suis parti en tournée en Europe, j'avais déjà commencé à travailler avec Hussein Kaba en 2015. Donc, c'est combien d'années de collaboration? Depuis 2015. Depuis 2015, je suis avec Hussein. Ça, c'est à l'international? À l'international. Mais pendant un moment, il était et le manager à l'international et le manager ici. Avant que je signe avec Balamoussa. Parce que Balamoussa, c'était en 2017. Mais Hussein, il était déjà là depuis 2015. Et il signait tous mes contrats à l'international et quelques contrats ici. Et aujourd'hui, qui est ton manager? C'est toujours Hussein Kaba. Mais comment ce divorce arrive avec Moussa? Balamoussa, bon, peut-être c'est le temps. Moi, je dis que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. C'est un jeune qui a innové beaucoup de choses autour de moi, autour de l'équipe. Mais à un certain moment, moi, je suis quelqu'un qui aime réunir tout le monde. Tu vois, j'aime un travail collectif. J'aime les partages d'idées. Et c'est pas parce que c'est moi le plus grand artiste de Musique Sans Frontières que tout doit tourner autour de moi ou autour de mon manager. Il faut diversifier les choses. Moi, j'aime donner à chacun la place qu'il mérite. Okay. Tu vois. Mais à un certain moment, si tout le monde n'ont pas la même définition, la même vision de l'industrie musicale, je crois que ça devient, voilà, il y a toujours le divorce. Donc, et aussi, il avait beaucoup d'autres priorités. Il avait beaucoup d'autres priorités. Il avait Enisem, qui est son entreprise. Il était sur sa télé. Il avait beaucoup de choses à faire. Donc, je trouvais que il fallait vraiment trouver quelqu'un qui est plus disponible et qui est seulement concentré que sur Azaya, la carrière de Azaya. D'accord. Alors, on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Quand on regarde derrière là, tu as beaucoup de trophées. Ouais. Énormément. Ouais. Quand tu te réveilles le matin, tu viens dans ton salon, ouais. Tu regardes tout ça. Tu te sens comment? Ah, je dis Dieu merci. Merci au Tout-Puissant Allah. C'est le travail qui paye toujours. Et dans tout ce qu'on fait, il faut chercher la bénédiction des parents. Et il faut avoir la foi. Et il faut aussi avoir un cœur ouvert. Okay. Je me rappelle, il y a des années où on disait il n'a pas de trophée, il ne prend même pas de trophées à l'international. Il n'a même pas de trophées. Parce que je suis un artiste qui n'aime pas exposer tout. Tu vois, j'avais déjà de 2015 jusqu'en 2020, il n'y a pas de trophée en Guinée que je n'ai pas eu. En fait, il n'y en avait pas. Tu vois, il n'y avait pas de trophée
que j'ai pas eu. C'est en 2020 que il y a eu une autre explosion, quoi. Il y a un autre Azaya. Tu vois? On t'a vu autrement. Voilà, je suis arrivé autrement sur la scène guinéenne, mais c'est parti au-delà des frontières. Même l'imagination du Guinéen. Voilà. Donc c'est là que Mali, Dakar, Bamako, Abidjan, le Burkina et beaucoup de personnes, la grande communauté mandingue a commencé à écouter. D'accord. Tu vois? Voilà. Donc à partir de ce moment, les trophées, j'ai commencé à avoir mon premier trophée, c'était à Bamako. Mon premier trophée international, c'était à Bamako. C'était le prix d'ambassadeur de la musique africaine. Pendant ce temps, j'étais l'artiste africain le plus écouté, le plus adulé, le plus aimé à Bamako. Ma femme aussi a eu le trophée d'ambassadrice de la musique africaine. Ça a été le deux premiers trophées à l'international. Mais pendant ce temps, jusqu'en 2020, on disait, ils prennent même pas les trophées à l'international. Mais je n'y parlais pas, parce que moi, c'est les étapes. Azaya, c'est des étapes. Tu vois, là, on ne parle plus de trophées à l'international. En 2022, j'ai pris 5 trophées majeurs à l'international. Tu vois, j'ai eu d'abord le prix de meilleur artiste étranger au Mali. C'est un trophée international. J'ai eu le prix de meilleur artiste ouest-africain au Prémude 2022. J'ai eu le prix de meilleur artiste d'Afrique francophone au Bénin Showbiz Awards. Et j'ai eu le prix de meilleure collaboration internationale au Bénin Showbiz Awards. Et finalement, j'ai eu le prix de meilleur artiste duo ou groupe de la musique d'inspiration africaine à travers Bébéla, en collaboration avec Djeliko Babintou. Donc ces 5 trophées, on l'a eu cette année, l'année 2022. C'est magnifique tout ça, mais quel est le trophée qui t'a le plus marqué? Tu t'es dit, waouh, ça, franchement... c'est le trophée des Prémudes, le prix de meilleur artiste ouest-africain, parce que le défi était tellement grand. Tu sais, il y a de très longues années, des artistes guinéens ont toujours été nominés aux Prémudes, mais on n'a jamais eu de trophée. Et cette année, on a gagné et on était devant dans toutes les votes. Nice. Dans tous les votes, pardon. On était devant dans tous les votes. C'est incroyable comment tu regardes en arrière. On est arrivé à Abidjan, on savait. On était sûr d'avoir. Voilà, j'étais dans l'ensemble, je me disais, ouais, si, quand même, si c'est les résultats, les votes, parce qu'il y avait 2 votes, j'étais devant dans tous les 2. Je dis, là, et les 2 votes représentaient déjà les 60%. Le vote du jury, c'est 40%. Donc, si toi, tu as déjà les 60%, même si les membres du jury ne votent pas pour toi, mais tu as 60%. C'est que déjà, tu es en avance. Tu es en avance. Tu es en avance, ouais. Et mais malheureusement, heureusement que j'ai remporté le prix et c'était une fierté. Une fierté pour moi, une fierté pour mon équipe, mais aussi une fierté pour toute la Guinée. La Guinée, oui. Il faut le dire ainsi. Alors, avant même d'attaquer, parce que moi j'ai hâte même de parler de ton épée, mais Azaya, un jour papa, comment tu vas être? Azaya n'a pas été proche de son père, mais Azaya, père, comment tu vas te sentir? Moi, quel type de père, toi? Un père protecteur, éducateur, et un père qui mettra tout à la disposition de ses enfants. Super. Ouais. Et je vais tellement bien éduquer mes enfants, je vais tellement les apprendre parce que tout ce que j'ai vécu, toute la souffrance que j'ai vécue, je ne veux pas que mes enfants passent par là. Je voudrais que mes enfants aient tout. Qu'ils grandissent avec tout. Désolé de te couper. Est-ce que toi, tu souhaiterais que ton enfant puisse faire de la musique? Ah ouais, mais ça c'est automatique. Parce que tu vois, généralement, j'ai regardé une interview de Meryl qui disait peut-être mon enfant
fera le choix de faire de la musique, mais s'il me demande, je lui dirais, ne fais pas de la musique parce que l'industrie... Ouais, non mais c'est normal. Quand tu penses à toute la galère, à toutes les souffrances que tu as vécues, tu voudras vraiment pas que ton enfant vive la même chose. C'est pourquoi certains disent non, je ne souhaite pas que mon enfant chante. Mais moi, je sais que mes enfants vont chanter, ça, c'est naturel parce que toute la lignée, quoi. Voilà, c'est dans le sang. Tu vois, c'est dans le sang et ils vont faire carrément la musique, même si on ne les apprend pas, ils vont le faire. C'est naturel, c'est automatique. Super. Tu sais quand je suis en interview avec toi, je me dis, il y a tellement de choses qu'on pourra en parler, on va en faire 3 heures, t'as capté, mais il va falloir qu'on puisse rester bien cadré. Et là, en gros, tu as sorti ton EP. Oui. Qui s'appelle Gentleman. Ça sort le 28 avril. Pourquoi déjà Gentleman? Bah, gentleman, ça traduit le comportement d'un homme distingué, qui a une éducation presque parfaite. D'accord. Et un homme qui adule les femmes, qui respecte les femmes, qui traite bien les femmes. Un homme qui écoute tout le monde. En fait, Gentleman, c'est un peu le résumé de Azaya, de ma vision, de ma façon de vivre. Tu vois? Voilà. Alors, cet album, je regarde le cover. Pas beaucoup de détails sur le cover. Un gentleman, bien en costard, bien tiré à 4 épingles, avec des couleurs dorées. Qu'est-ce que vous avez eu envie d'exprimer à travers le cover? Bon, à travers le cover, on a voulu rester dans le cadre. On a voulu montrer que voilà, et c'est un autre Azaya qui arrive. C'est un homme, un playboy qui arrive. D'accord. D'ailleurs, il y a une chanson sur l'épée dont le titre est Le Playboy. Tu vois, voilà, c'est un, comme on appelle le titre de l'émission là, qui passait sur les chaînes tout récemment, avec le jeune Ivoirien Emma Loès, là. Le Bachelor. Le Bachelor. Voilà. Ok. Voilà, c'est le Bachelor, c'est le Playboy. Voilà, c'est le gentleman qui est là. Donc, en fait, l'image doit parler, tu vois. Okay. L'image doit parler. Et dès que tu vois l'image, tu vois le titre, tu te dis, ben, voilà. Cool, hein? Nous, on accueille bien, on attend, on va voir c'est quoi le contenu. Mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des collabs dedans? Oui, il y a 2 grosses collaborations sur l'épée, sur mon épée. Parce qu'on a fait 3 épées. L'épée de Azaya, l'épée de Djerika Babintu et l'épée du duo. D'accord. Mais là, on parle de épée du gentleman. Sur le gentleman, il y a un feat avec Sidiki Diabaté. Ok. Il y a le deuxième feat, c'est avec Mix Premier. Super. Là, cet album et cet EP plutôt, tu es fier. Quand je te vois même faire des annonces, je sens une certaine fierté et que tu as hâte même de servir tes fans qui attendent, qui ont même envie d'accélérer le temps. Oui. Cet EP représente quoi pour toi? Un nouveau départ, déjà, parce que c'est le premier projet avec Kézit. Et pour moi, c'est mon tout premier projet à l'international. Et il y a eu tellement de professionnalisme dedans. On a tellement mis la maison de production des disques a tellement mis les moyens. Et on a tellement investi dedans que le résultat a été parfait. Un album très très professionnel. Et un album qui a réuni des musiciens de haute facture, et des clips de très haut niveau. Et tout était là, des stylistes qui sont venus de l'Europe pour ça. Et tout était là. On a enregistré dans des grands studios. Et on a fait des voyages pour aller faire des shootings. Et franchement, tous les moyens ont été mis à notre disposition. Et j'ai eu la chance de travailler avec l'un des plus grands arrangeurs africains, Koudou Atanas.
je dirais, une référence pour moi en matière de la composition musicale. Voilà, j'ai déjà collaboré avec lui sur beaucoup de grands albums guinéens. Et aussi, il y a eu Pito Qualité, qui est un grand beatmaker malien, un grand compositeur. Et il y a eu Fakri, qui est ici, qui est l'un des plus grands déjà. Et il y a eu Moumou Wang, qui a travaillé sur l'épée, qui est un grand compositeur ivoirien. Et il y a eu Azaya, qui a composé beaucoup de chansons. D'abord, les gens ne savent pas ce qu'on appelle compositeur. Compositeur, c'est celui qui fait les arrangements, qui fait les beats. Voilà, sur lequel on chante là, c'est lui on appelle producteur chez certains et beatmaker, compositeur, voilà. D'ailleurs, super cet album que tu le dises déjà, qui a Sidiki là-dessus. On a mix premier, deux univers déjà totalement opposés parce que mix premier est dans du coupé décalé, Sidiki évolue dans la même ligne que toi, mais qui est toujours accompagné avec des mélodies de la Kora. Aujourd'hui, c'est quoi tes attentes après la sortie? Je voudrais que ce TP nous apporte un disque d'or. C'est possible. Ouais, un disque de diamant. Un disque platine, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut vendre les 50 000. Les 100 000, pourquoi pas? C'est possible. Pourquoi pas un Guinéen, un artiste guinéen, résident en Guinée, pourquoi pas prendre un disque d'or? C'est cool que tu en parles, c'est merveilleux. Tu vois, je vais revenir sur un petit détail vite fait. Avant, quand tu préparais un EP, tu préparais un album, tu te disais il faut d'abord faire un spectacle. Ouais. Et cette fois-ci, tu nous sors quand même l'EP. Sans concert dédicace. Sans concert dédicace. Oui. Sans, je ne sais pas s'il y a des sons qui ont fuité. Je pense pas. Sur les épées, on a déjà, moi sur mon épée, il y a une seule chanson qui est sortie. Qui est sortie officiellement. Voilà, officiellement, de Love Pimenté. Love Pimenté qui est sortie officiellement parce que d'habitude, il y a des sons qui fuitaient d'abord pour que les gens puissent prendre le truc. Mais cette fois-ci, tu vois, la stratégie totalement changée. Changée, oui. Est-ce que pour toi, il y a une peur, c'est une nouvelle stratégie que tu adoptes et que ton public qui n'est pas habitué, les Guinéens sont habitués à aller dans des concerts d'abord avant de découvrir même l'album. Tu vois, ils nous ont habitués à ça ici, quoi. Et toi, cette fois-ci, tu viens avec ton épée. L'épée, il n'y aura pas de dédicace, il n'y aura rien. Pour le moment, rien à annoncer officiellement. Même s'il y a des trucs peut-être en case, tu vois. Donc, en gros, vous allez sortir le projet. Est-ce que tu as une petite peur avec ton public qui n'est peut-être pas habitué à ça? Voilà. Ça, c'est une très belle question. La peur que nous avons, c'est qu'on est dans un pays où les gens ne streament pas. Et les pays, nos épées vont sortir sur des plateformes légales de distribution digitale. Donc, il faudrait que les gens streament, il faudrait que les gens achètent sur ces plateformes-là. Et il nous faut une grande campagne de sensibilisation auprès de nos fans. Ces plateformes-là, c'est la seule manière pour nous aider financièrement, pour nous soutenir financièrement. Donc on a cette peur, mais nous sommes sûrs qu'avec tous les directs, toutes ces campagnes-là que nous effectuons auprès de nos fans, et qui sont en train de comprendre, ils sont en train de se préparer pour aller acheter. C'est parce que c'est en achetant nos œuvres sur ces plateformes-là qu'on peut avoir les disques d'or. Voilà, c'est ça, c'est en allant dans les FNAC, en achetant qu'on peut avoir le disque d'or. Voilà. À part de FNAC qui n'est pas en Guinée. En Guinée, c'est en France. C'est en France, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Et que moi, je sais qu'il y a une grosse partie de fanbase en Europe. Oui. Tu comprends? Mais ceux qui sont en Guinée vont faire comment? Il y a toujours des plateformes de téléchargement légal qui sont par là. Il y a quelques sociétés qui ont commencé à créer des plateformes digitales pour permettre aux gens de télécharger les chansons, de payer, même à travers Orange Money et tout. Je ne connais pas carrément la stratégie de vente qu'ils étaient en train de mettre en place. Mais je suis sûr qu'il va y avoir, tout le monde aura accès à nos épées, ça c'est sûr. Même à travers ton compte Orange Money, que tu puisses acheter ta chanson préférée ou bien l'album, l'épée complet. D'accord.
Alors, en parlant en même temps de l'épée, on est en temps vers la fin de l'interview. Là, vous préparez un concert. Oui. Vous étiez un habitué déjà des concerts en Europe, aux États-Unis, machin, tout et tout. Mais cette fois-ci, tu vas aller te produire quand même avec madame. Je ne sais pas si en Allemagne, vous avez eu à vous produire une fois ensemble. C'était, oui. Non, c'était pas en Allemagne, c'était à Bruxelles. À Bruxelles. Belgique, oui. Ok. Donc, cette fois-ci, vous partez en France, c'est ça? Oui. Pour vous produire. Et comment ça se passe avec les préparatifs? À quel niveau? Comment ça se prépare? Dis-nous tout. Voilà. On est en train de travailler dur sur ces concerts. Ça va se passer le 23 juin au Casino de Paris, qui est aujourd'hui une des salles mythiques de la France. Et Kézit est en train de mettre les moyens qu'il faut pour que les choses se passent comme prévu. Et cette salle abrite plus de 2000 places. Et je sais que c'est petit pour nos fans, mais c'est un défi. C'est un défi pour nous parce que c'est des états. Après le Casino de Paris, on va monter. Il y a le Zénith qui est là. Après le Zénith, il y a Bercy. Voilà, pourquoi pas un jour le Stade de France, on peut le faire. Moi, je suis quelqu'un qui rêve, qui a beaucoup de rêves, tu vois. Et après, moi, ce n'est pas que ce concert qui compte pour moi, mais le plus important est que ça va être un élément déclencheur, tu vois. Donc c'est pourquoi on est en train de travailler dur. Il faut prouver, il faut bien chanter, il faut donner une prestation scénique vraiment remarquable, parce que c'est ce concert qui va faire la promo de notre Zénith, de notre Bercy. Merci. Voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager des instants avec toi. On est à la fin de cette interview. Est-ce que tu as une phrase de motivation pour les jeunes qui sont en train d'exceller aujourd'hui dans la musique? Oui, mettez Dieu en tout ce que vous faites. Travaillez dur, acceptez les critiques, soyez courtois, humble, et soyez à l'écoute de tout le monde. Surtout, ne négligez pas la prière et la foi et un cœur ouvert. Moi, je pense que pour réussir, il faut être positif. Une personne qui souhaite le mal à son prochain ne réussit jamais. Donc, restez positif, travaillez dur, travaillez et travaillez. C'est seul le travail qui paye. Et on est arrivé à la fin de cette interview, comme vous l'avez entendu, travailler, c'est la seule clé de la réussite. Tout le reste viendra après, mettez le travail en avant. Sur ce, je vous remercie. N'hésitez pas à nous laisser vos recommandations en commentaire. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain interview. D'ici là, prenez bien soin de vous. Chaque jour est une vie. Ciao. Oh. On a quand même dit des choses. Hein? Ah ouais. Des choses. Est-ce que tu peux...